Hier, notre odyssée, puisqu'on est avec Cézanne dans une grande odyssée, nous a conduit en Allemagne, du côté de l'Allemagne, du côté du Japon, du côté de l'Angleterre et du côté des États-Unis. Bon, on pourrait aller du côté de Moscou, mais cette année, on fera un colloque une autre fois, on ne pouvait pas tout faire. Cette journée, nous allons être plutôt du côté de la France. D'abord, comme hier, dans cette tradition des collectionneurs et de la manière dont s'est composée une personnalité cézannienne en France. C'est Philippe Cézanne que François Chetteville va présenter. Alors, je présente quand même François Chetteville, qui lui ne va pas se présenter lui-même, qui a derrière lui une formation école normale supérieure, ensuite un métier à l'éducation nationale. On peut dire que c'est toi qui as fait toute l'informatisation de l'éducation nationale, une grosse partie. Et puis surtout, grâce à Pavel Machotka, il y a quelques années, il nous a rejoints et il est devenu un des ténors de la Société Paul Cézanne. Et quand vous allez dans le site sociétécézanne.fr, il y a plus de 800 articles, une mine d'informations, une mine de références, de documents. Voilà, si d'ailleurs quelques-uns d'entre vous veulent se joindre à nous pour compléter, retravailler sur ce site, parce qu'il va falloir qu'on le renouvelle et qu'on lui redonne une nouvelle jeunesse. Voilà. Donc François est un très très grand ami de très très longue date et je le remercie d'être là. Et demain soir, il sera honoré par la présentation d'un livre qu'il a fait sur Madame Cézanne, mais ce n'est pas l'objet de cette matinée. Donc cette matinée, on fait du côté de la France, et puis cet après-midi, le voyage Odyssée Cézanne va nous conduire non pas dans des territoires géographiques, mais dans des territoires, on va dire, intellectuels, littéraires, avec la référence de Cézanne via la philosophie, via la poésie et via la vie romanesque, le roman, et autour et à l'occasion du roman L'œuvre de Zola, dont on attend une lecture nouvelle qui nous sera donnée ce soir. Et puis nous terminerons la soirée vers 17h, 17h30 par un spectacle que nous avons organisé, professionnel, qui seront les lectures de Rilke par Cézanne, qui seront données ici. Ça dure 1 heure, donc vers 17h, 18h, juste à la fin de la journée. J'annonce déjà aussi que demain, après notre après-midi qui sera consacré à la présentation de quelques livres, dont celui de François Chetteville et un autre de Bruno Elie, nous aurons notre assemblée générale de la Société Paul Cézanne qui ne concerne que les membres de la Société Cézanne dont vous êtes quand même beaucoup présents ici, pour l'avoir terminé à 18h. Et le soir, vous avez droit à une manifestation qui s'inscrit dans l'année Cézanne 2025. Je vous recommande. C'est un excellent ami professionnel, Dominique de Villancourt, violoncelliste, musicien, compositeur, qui a monté un petit opéra sur fond de Sainte-Victoire, qui s'appelle, c'est sa femme qui a fait la décoration, qui s'appelle L'Apocalypse d'Icare, à 19h dans le théâtre de l'Archevêché. Pour avoir des places, vous me demandez tout à l'heure entre 2 cafés et 2 verres sinon de vin, d'eau, en tout cas. Voilà, je laisse la parole à François qui nous introduit les conférenciers de ce matin. Alors, nous allons commencer par notre ami Philippe Cézanne, que tout le monde connaît, je pense, ici. Rappeler son pédigré, ça nous prendrait 2 heures, parce qu'il a fait tellement de choses dans sa vie. Et, on va dire, fondateur de la Société Cézanne, président d'honneur aujourd'hui. Il va nous parler des premiers collectionneurs de Cézanne, ce qui est quand même une porte intéressante dans l'idée d'une Odyssée Cézanne revenant en France. Par où Cézanne a-t-il été connu en France? D'abord par ses premiers collectionneurs. Donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là pour démarrer ce retour à Cézanne et la France. Donc je te laisse la parole, Philippe. Merci. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que j'avais prévu un PowerPoint, mais la clé n'a pas fonctionné. Donc, comme je n'avais pas de double, vous n'aurez pas le PowerPoint que j'avais prévu. Mais on va vous passer des photos du catalogue raisonné, puisque je parle de plusieurs collectionneurs, et ces collectionneurs sont par groupe dans ce catalogue.
qui est le catalogue de Jane Warman et Walter Feigenfeld et M. David Nash. Bon, je commence. Ici, bien sûr, avec le plus simple de ne pas voir le soleil dans l'œil. Tout au long de sa carrière, mon aïeul a été incompris, vilipendé et même parfois détesté par nombre de critiques d'art, de marchands de tableaux et de collectionneurs. Sa vision de l'art, faire de la peinture pour la peinture, délaissant l'anecdote et cassant les modes établis depuis des siècles, l'ont mis pendant très très longtemps au banc des artistes. Peu nombreux étaient les amateurs qui acceptaient ou admiraient l'univers du peintre. Il fallut attendre 1895 et la première rétrospective de Paul Cézanne organisée par le marchand Ambroise Vollard, dont l'intérêt pour le peintre venait en partie des conseils d'Auguste Renoir et de Claude Monet, pour que de nouveaux amateurs du monde entier s'y intéressent. Mais les réticences ont subsisté jusqu'à nos jours. J'en ai pour preuve cette anecdote. Au début des années 60, sur les conseils d'une amie, la fille du peintre Albert André, je me suis présenté à Charles Durand-Ruel, le petit-fils de Paul Durand-Ruel, le marchand des impressionnistes, et qui cherchait un jeune collaborateur. Mais après quelques minutes de conversation sur mes motivations et mes connaissances de l'art, il me dit soudain, « Vous savez, je suis très ennuyé car ma famille n'a jamais beaucoup aimé et apprécié l'œuvre de votre ancêtre. Alors, avoir un collaborateur avec un nom de Cézanne, cela pourrait être gênant. » Bon, je décidai donc de répondre par l'ironie en disant « Mais monsieur, m'accepter, justement, c'est, je pense, une bonne façon de réparer cette chose. » Et je fus donc engagé, et Charles Durand-Ruel, tout au long de notre collaboration de 12 années, ne manqua jamais de me présenter, et je crois avec fierté, à tous ses interlocuteurs français et étrangers. Donc je vais vous parler de Paul Durand-Ruel et fils, donc marchand de tableaux, qui malgré leur réticence, ont négocié ou acheté autour de 85 peintures de Cézanne, mais pour la plupart de la période dite impressionniste. Ils furent acquéreurs en 1899 de la moitié de la collection de Victor Choquet, un collectionneur de Cézanne, 18 peintures sur 35. Ils furent aussi les premiers correspondants du docteur Barnes à Paris, qui leur acheta 17 peintures de Cézanne de sa collection. Et en fait, la plupart des tableaux qui furent négociés auprès des amateurs étrangers étaient, pardon, je vais y arriver, oui, venaient par leur galerie qu'ils avaient installée à New York. En 1899, ayant vendu pour le compte de Madame Havemeyer 2 peintures de Cézanne, Paul Durand-Ruel lui écrivit ceci. « Je suis très heureux d'avoir pu vous vendre ces 2 Cézanne pour un bon prix, et il est fort probable que cette cote ne durera pas longtemps, car malgré tout le bruit fait autour du peintre, il n'a que peu d'acquéreurs, surtout en Allemagne ou en Russie, qui achètent très cher des tableaux, ce que je ne comprends pas. Mais comble de l'ironie, donc, et avec un certain plaisir, j'ai pu admirer dans les salons de Madame Lefébure, qui était la sœur de Charles Durand-Ruel, un très beau paysage intitulé Le Verger à Attinville. Et dans les salons de mon patron Charles, trônait un vase de fleurs sur un tapis fleuri, et dans sa salle à manger, à côté de galettes du roi de Claude Monet, pommes et gâteaux. Donc il a fait 3 tableaux qui étaient plutôt la période impressionniste de toute façon. Parmi les premiers amateurs, on peut citer le docteur Gachet, que tout le monde connaît, d'Auvers-sur-Oise, ami de Pissarro et de Courbet, et lui-même peintre amateur sous le nom de Van Rissel, en référence à ses origines flamandes, pardon. Il côtoie et héberge dans son atelier Cézanne pendant son séjour entre 1872 et 1874,
Et est-ce le fruit du hasard? En effet, en 1858, Gachet, lors d'un séjour à Marseille, pour rencontrer les peintres Monticelli et Guigou, et à la demande de sa logeuse, se rend à Aix-en-Provence pour remettre un document à Louis-Auguste Cézanne, le père de l'artiste. A-t-il rencontré le jeune Paul, alors âgé de 19 ans? Nul ne le sait. Par contre, pendant son long séjour de Paul à Auvers-sur-Oise, le docteur Gachet a écrit un courrier à Louis-Auguste Cézanne, le père de l'artiste, pour lui rappeler leur rencontre d'autrefois et l'attendrir en faveur de son fils auquel il ne versait pas toujours sa pension. Au cours de ces 18 mois passés à Pontoise et à Auvers avec femme et enfants, Cézanne travaille sur le motif avec Camille Pissarro et Armand Guillaumin, mais aussi Victor Vignon et Frédéric Corday, donc tout un groupe de jeunes artistes parcourant ensemble les champs de Pontoise et d'Auvers. Gustave Cocchio, dans son livre qui est paru en 1911, raconte qu'un paysan lui aurait dit avoir observé les deux artistes, Pissarro et Cézanne, peindre, et avait remarqué qu'en travaillant, M. Pissarro piquait, alors que M. Cézanne plaquait. Paul Cézanne s'installait les jours de pluie dans l'atelier du docteur Gachet pour réaliser des natures mortes ou des bouquets de fleurs composés par Madame Gachet. Une partie de ses œuvres achetées ou données constitue la collection du docteur Gachet, 17 peintures, dont certaines sont aujourd'hui au musée d'Orsay, avec une petite palette que le docteur lui avait prêtée, qui est une palette pliante, qui n'est pas du tout celle dont se servait l'artiste en général. Paul Cézanne réalisa aussi quelques gravures sur cuivre. Les plus connues sont la tête, bien sûr, de jeune femme et Guillaume au pendu, qui seront édités plus tard par Vollard, ainsi que 3 paysages, mais c'était une technique qui ne le mettait pas très à l'aise et donc il n'a pas cherché à poursuivre sur ce chemin. Paul Cézanne aussi avait de modestes collectionneurs, comme un monsieur Armand Rondest. Il était épicier à Pontoise de son état et fournissait aux peintres, pendant son séjour, de quoi se nourrir, et il accepta d'être réglé en partie en peinture. Cézanne lui écrit d'ailleurs: « Je vais quitter Auvers-sur-Oise il y a 2 jours pour aller me fixer à Paris. Je prends en conséquence la liberté de me rappeler à vous. Si vous désirez que je signe la toile dont vous m'avez parlé, veuillez la remettre à Monsieur Pissarro et j'y mettrai mon nom. » Monsieur Rondest posséda 3 peintures de Cézanne, la vieille route à Auvers, des géraniums au pied d'alouette et des dahlias dans un vase de Delft. Puis apparut un autre personnage, Eugène Meunier, dit Eugène Murer. C'est un personnage des plus curieux de cette période impressionniste. Il fut écrivain, peintre et pâtissier. Dès son arrivée à Paris, à l'âge de 15 ans, il se passionne pour la littérature et se cultive le soir. Apprenti pâtissier, son patron le poussa à écrire et il publia 8 romans entre 1870 et 1885 sous le pseudonyme de Eugène Mur. Il fait aussi la connaissance du peintre Armand Guillaumin, qui lui fait découvrir le Louvre, où il retourne presque journellement, travaillant 3 jours par semaine pour vivre et se cultivant le reste de la semaine. Il fréquente des journalistes, il écrit quelques critiques d'art dans le Correspondant français, et enfin il s'établit à son compte comme pâtissier-restaurateur boulevard Voltaire, et Guillaumin y amène tous ses amis peintres, Renoir, Monet, Pissarro, Sisley et bien sûr Cézanne. Très vite, il s'enthousiasme pour leur travail et il achète leurs œuvres. Pour eux, la table est ouverte et le plus souvent gratuite. Tous les premiers mercredis du mois, il organise un dîner où se réunissent ses amis, les artistes, mais aussi le docteur Gachet, le musicien Cabaner, le collectionneur Hochedet, dont la veuve épousera Claude Monet en seconde noces après le décès d'Hochedet. Et en février 1978, Murer prévient Pissarro. L'ami Cézanne part pour les premiers jours de mars
Et si vous désirez le voir avant son départ, venez donc dîner mardi prochain, il sera à la maison avec femme et enfants. Il montre aux amateurs qui viennent dans son établissement les peintures de ses amis laissées en dépôt dans l'espoir de les vendre. Et son gars de sauce avait l'habitude de dire « c'est moi qui fais la pâte et c'est le patron qui achète les croûtes ». C'est gentil. En 1887, l'écrivain et critique d'art Paul Alexis, qui était un ami de Cézanne et qui fut le secrétaire d'Émile Zola, écrit un article sur sa collection et on dénombra 27 Pissarro, 15 Renoir, 10 Monet, 27 Sisley, 22 Guillaumin, 4 Delacroix, 2 Van Gogh, 2 peintures de Gachet et 8 Cézanne. C'est quand même une assez belle collection. En 1875, conseillé par Auguste Renoir, Victor Choquet, fonctionnaire à la direction des douanes, achète 3 petits tableaux de Cézanne chez le père Tanguy. Puis très vite, une amitié s'installe entre les deux hommes, confortés par leur amour commun pour le peintre Eugène Delacroix. Choquet, à l'époque, était le plus important collectionneur de cet artiste et il possédait des centaines d'aquarelles et de dessins. Et souvent le soir, après un bon dîner, Choquet, Renoir et Cézanne tapissaient le sol du salon de ses œuvres pour les admirer, en quelque sorte communier ensemble face au maître. Ambroise Vollard, plus tard, donna à Cézanne une très belle aquarelle de Delacroix qu'il avait accrochée dans sa chambre face à son lit et dont il fit une copie à l'huile aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Cézanne réalisa 6 portraits de son ami Choquet et celui-ci lui acheta 35 peintures qui furent vendues après son décès en 1899. Théodore Duret, lui, est un écrivain, un critique d'art et collectionneur. Il est proche de Manet et de Courbet. En 1870, il demande à Zola l'adresse de Paul Cézanne, qu'il veut rencontrer, mais Zola refuse, disant que son ami se cherche et qu'il a besoin de solitude. En décembre 1873, Pissarro écrit à Duret « Dès le moment que vous cherchez les moutons à 5 pattes, je crois que Cézanne pourra vous satisfaire, car il a des études fort étranges et vues d'une façon unique. » En 1906, dans la réédition de son ouvrage, donc Duret, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Histoire des impressionnistes », il écrit un très long article élogieux sur Cézanne, et entre-temps, il acheta 8 peintures de l'artiste, dont 2 au marchand de couleurs, de Cézanne le père Tanguy et les autres chez Ambroise Vollard. Il ne faut pas oublier non plus tous les amis peintres qui eux aussi collectionneurs des œuvres. Camille Pissarro, bien sûr, qui fut son maître et son professeur à Auvers-sur-Oise et à Pontoise, et il fut propriétaire de 22 toiles. Mais je crois principalement d'ailleurs des œuvres de la période dite impressionniste de Cézanne. Auguste Renoir, lui, l'ami et protecteur, n'avait que 4 peintures dans sa collection. Mais il fit beaucoup pour Cézanne, le soutenant dans tous les moments difficiles. Il fut entre autres l'artisan de la rencontre entre le peintre et Ambroise Vollard, à qui il précisa qu'aucun marchand ne s'intéressait à lui, alors qu'il était le plus doué de toute sa génération. Cézanne séjourna Renoir séjourna plusieurs fois à Aix-en-Provence et Cézanne lui rendit visite à La Roche-Guyon. Edgar Degas, trouvant les couleurs de Cézanne par trop agressives, montra une certaine réticence au début de leur rencontre. Il est vrai que Degas, par son classicisme, dans les premières années de sa vie, est le fruit du passé, alors que Paul Cézanne, lui, donne naissance au futur. Néanmoins, Degas acheta 7 peintures, toutes réalisées entre 1876 et 1880, chez Vollard pour sa collection. Claude Monet, lui, fut un inconditionnel. Il admirait la peinture et cette admiration était réciproque. Il lui rendit visite à Aix-en-Provence plusieurs fois.
avec Renoir, bien sûr. Et quand Cézanne séjourna à 2 reprises à Giverny, près de la maison de Monet, en 1894, Monet avait une collection de peintures impressionnistes, mais aussi des Cézannes. Paulette Howard Johnson, la fille du peintre Paul Césarelleux, grand ami de Monet, me raconta sa visite à Giverny. Elle eut le privilège de monter dans les appartements privés du peintre où se trouvaient ses collections. Au mur du cabinet de toilette trônait le grand tableau que tout le monde connaît, le Nègre Scipion. Et dans la chambre, on pouvait admirer 11 Cézannes, dont celui offert par son père Paul Helleux, une nature morte. Claude Monet eut en tout 14 peintures de Cézanne, entourées de quelques Manet, Renoir, Degas, mais aussi aucun Gauguin ni aucun Van Gogh. Je veux dire que pour moi, Claude Monet est le collectionneur de Cézanne le plus complet, car il a acheté des tableaux de toutes les périodes de Cézanne et à peu près tous ses sujets. Paul Gauguin, lui, avait une admiration sans borne pour l'artiste, admiration non partagée par Cézanne qui se méfiait de lui. Une tradition familiale, orale, voudrait que le peintre un jour ait dit à son fils: il a été chercher bien loin son talent, en parlant de Gauguin, faisant référence à ses séjours en Martinique et en Polynésie. Gauguin, après une carrière dans la marine, devint, après la guerre de 70, courtier en bourse, ce qui lui permit d'acheter les œuvres de plusieurs des artistes, dont 6 Cézanne. Il est alors marié à une Danoise dont il a 5 enfants, mais en 82, il décide de devenir peintre et laisse femme et enfants à Copenhague avec les tableaux et s'installe à Paris. En 85, il demande à son épouse de ne pas vendre 2 de ses Cézannes. Puis en 1887, elle lui confirme ne pas vouloir vendre un Cézanne, une perle exceptionnelle. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je ne m'en défrais qu'après ma dernière chemise. Et malgré les problèmes financiers que pouvait avoir son épouse, il se battit bec et ongle pour retarder la vente de tous ses tableaux, qu'il considérait comme des chefs-d'œuvre de l'art moderne. Il y eut aussi Gustave Caillebotte. Il fut peintre, collectionneur, architecte naval. Membre du groupe impressionniste, il expose avec eux. Et à l'abri des problèmes financiers, grâce à un important héritage de son père, il devient ainsi mécène, achetant de nombreux tableaux à tous ses amis. Il décède brutalement en 1894. Il a 46 ans et lègue sa collection de 67 peintures à l'État français, souhaitant qu'elle soit présentée dans son ensemble au musée du Luxembourg. Henri Roujon, qui était le directeur des Beaux-Arts de l'époque, devant le tollé des académiciens, propose de n'accepter que 22 œuvres. Mais après le refus des exécuteurs testamentaires, Renoir et Martial Caillebotte, qui était le frère du peintre, le directeur du musée du Luxembourg, Léonce Bénédite, intervint et fit rentrer 13 peintures complémentaires à cet ensemble, dont 2 Cézanne. Pour rappel, c'est ce même Léonce Bénédite qui, un peu plus tard, est venu à Aix-en-Provence pour voir les peintures sur le grand salon et qui a écrit que bon, ça n'avait aucun intérêt. Comme quoi. L'exposition rétrospective de Cézanne, organisée par Ambroise Vollard en 1995, environ 150 peintures présentées par groupe de 50, car les murs de la galerie ne pouvaient pas en accueillir plus, se révéla une sorte de déclencheur. Cet événement fut à la fois la reconnaissance de son talent, de son originalité et de son importance dans l'histoire de l'art. Mais Cézanne ne se déplaça pas pour l'événement. Pour la première fois, nombre de critiques d'art parmi les plus célèbres de l'époque, Thaddée Natanson, Thibaut Sisson, Georges Lecomte et bien d'autres,
s'inclinent enfin devant l'œuvre de cet artiste si original. Parmi eux, Gustave Geffroy, qui publie en 1893 un article avec en première page le portrait à l'eau forte de l'artiste par Pissarro. Puis l'année suivante, dans la vie artistique, il écrit un très long texte élogieux sur le peintre et son œuvre. En novembre 1894, Claude Monet écrit à Geffroy pour l'inviter à Giverny et à rencontrer Cézanne. J'espère que Cézanne sera encore ici et qu'il sera des nôtres. Mais il est si singulier, si craintif. C'est un véritable artiste qui en est arrivé à douter de lui par trop. Il a besoin d'être remonté. Aussi a-t-il été très sensible à votre article. La rencontre eut lieu et le peintre lui proposa de faire son portrait. Après de nombreuses séances de pause, Cézanne décida de retourner à Aix, promettant de revenir terminer le tableau, ce qu'il ne fit jamais. En 1895, Geffroy termina son article sur l'exposition Vollard par cette phrase prémonitoire. C'est un grand véridique, ardent et ingénu, âpre et nuancé. Il ira au Louvre, et il y a là plus d'une toile pour les murs de l'avenir. Pour les musées de l'avenir, pardon. Geffroy acheta, lui, pour sa collection personnelle, 7 tableaux du peintre, en plus de son portrait. Tous ses amis peintres viennent admirer et acquérir des peintures. Renoir et sa filleule, Julie Manet, la fille de Berthe Morisot, durent tirer au sort une petite aquarelle que finalement acheta Julie, qui gagna, c'était une petite aquarelle qui s'intitule Le meurtre. Pas le sujet le plus facile, malgré tout. Parmi de nouveaux amateurs, il y a aussi un homme que l'on connaît moins, qui s'appelle Maurice Gagna. C'est un personnage assez atypique. Il est patron d'une importante entreprise de métallurgie et il décide de se retirer précocement des affaires au début du siècle pour se consacrer à collectionner des œuvres de Renoir. Il avait acheté une propriété proche des Colettes, le domaine du peintre, à Cagnes-sur-Mer. Et à la vente de sa collection, après son décès en 1925, comportant 160 peintures de Renoir, mais il y avait aussi quelques Vuillard et 8 peintures de Cézanne, d'une qualité extraordinaire et achetées chez Vollard en 1906 et 1907, sûrement conseillé par son ami Renoir. Et je dois dire que c'est parmi les tableaux de Maurice Gagna, il y a un tableau fabuleux qui est cette montagne Sainte-Victoire que l'on voit surgir derrière les carrières de Bébémus, qui est un tableau absolument fabuleux. Et les autres tableaux aussi sont d'une qualité extraordinaire. Personnage très étonnant, ce Maurice Gagna. Parmi eux, il y a aussi des étrangers, mais on en a parlé hier, et Gisto Fabri, Charles Lauser, Osthaus, et le docteur Barnes quand même, qui est un personnage complètement étonnant. Parmi tous ces nouveaux amateurs, il ne faut pas oublier Auguste Pellerin, le plus important d'entre eux par le nombre d'œuvres achetées et exposées dans son hôtel particulier. Auguste Pellerin est un industriel français qui fait fortune grâce à des usines installées dans toute l'Europe et fabriquant une margarine qui s'appelle Type. Passionné d'art, il installe dans sa maison, son hôtel particulier, sa collection de tableaux impressionnistes, beaucoup de Manet, 39 peintures, 13 à pastel, sans oublier des Monet, des Renoir, des Sisley. Puis en 1995, il découvre chez Ambroise Vollard le peintre Cézanne et son œuvre. Il décoche toute sa collection pour y installer au fur et à mesure à leur place les peintures de l'artiste qu'il achète en très grand nombre. On y comptera 156 peintures et parmi elles, plusieurs des grands chefs-d'œuvre, une grande version des joueurs de cartes qui est aujourd'hui au Qatar, Louis-Auguste Cézanne lisant l'événement qui est à Washington, 2 versions des grandes baigneuses,
une qui se trouve à Philadelphie et l'autre qui est sortie de France en 1964 pour rejoindre Londres et la National Gallery avec la bénédiction du ministre de la Culture de l'époque, André Malraux. Cugneffi jouait son droit de veto de sortie de territoire malgré la pétition organisée par des peintres, des écrivains, des intellectuels convaincus qu'il fallait absolument conserver ce dernier grand chef-d'œuvre de Cézanne en France. Mais en fait, moi, j'ai appris par l'intermédiaire d'ailleurs de Charles Durand-Ruel que Malraux n'aimait pas Cézanne en général et qu'il trouvait que les grandes baigneuses étaient un scandale vis-à-vis des femmes. Et donc, voilà, pour lui, c'est une honte à la beauté féminine, disait-il. Enfin, c'est tel qu'elle le concevait. Maintenant, j'aimerais conclure en disant que collectionner est un acte de possession, bien sûr, un plaisir qui peut être égoïste, mais aussi partagé par quelques privilégiés, chacun ayant sa propre manière et son propre critère. Mais les collectionneurs sont aussi des conservateurs et des passeurs. Au fil des siècles, le collectionneur a protégé des chefs-d'œuvre qui sans cela seraient oubliés, abandonnés ou détruits et qui finalement se retrouvent aujourd'hui dans des fondations ou dans des musées pour le plaisir de tous. Merci de votre attention. Et désolé de cette histoire de PowerPoint. Mais si vous voulez voir quand vous êtes chez vous, pour ceux qui ne le savent pas, vous allez sur le site de Catalogue Cézanne. Vous l'avez vu défiler. Vous avez un chapitre collectionneur. Et après ça, vous pouvez trouver toutes les collections avec tous les tableaux reproduits. Merci. Merci Philippe.